Bonjour à tous, merci d'écouter Podio Tout Terrain. Tous les mois, on vous raconte une belle histoire de sport, un événement marquant, on part à la rencontre d'un athlète célèbre ou qui mérite de le devenir. Tous les mois, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport et dans ce 5e épisode, on a choisi le terrain de football américain. Vous avez forcément entendu parler du Super Bowl. C'est l'un des événements les plus suivis dans le monde, à la fois grand moment de sport et spectacle XXL. La finale du championnat de foot US bénéficie depuis plusieurs années d'une belle exposition en France et fédère de plus en plus de fans. Et c'est encore le cas cette fois pour la 56e édition, une édition qui a lieu le 13 février. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un Français qui est devenu président de la Fédération internationale de foot américain. Il a seulement 36 ans et il s'appelle Pierre Trochet. Ancien joueur de foot US chez les Spartiates d'Amiens, puis chez les Danube Dragons, club de Vienne, la capitale autrichienne. Il a aussi travaillé auprès de la Fédération française avant donc de devenir le boss du foot US. C'est l'homme idéal pour répondre à toutes les questions d'Alexis Raison sur l'avenir de ce sport en France et en Europe et sur l'engouement qu'il suscite aux États-Unis. Bonne écoute. Bonjour Pierre Trochet. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors le 11 décembre dernier, vous êtes devenu le nouveau président de la Fédération internationale de football américain. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez atteint cette nouvelle fonction et qu'est-ce qui vous attend désormais ? C'est finalement une opportunité plus qu'un objectif de base, disons, avant l'été, suite à plusieurs expériences et puis un passé de joueur-manager à travers l'Europe qui nous a poussé à monter un groupe de candidatures pour pouvoir finalement insuffler une nouvelle dimension, une nouvelle énergie au sein de la Fédération internationale. Il faut savoir qu'on a eu des graves problèmes de gouvernance sur les dernières années, notamment 2015-2016. Et puis devant nous, on a un calendrier pour le coup très ambitieux avec les Jeux mondiaux, les World Games qui auront lieu donc à Birmingham, Alabama, qui est une compétition du comité olympique. Et puis le flag football, qui est une discipline de l'IFAF, un dérivé du football américain, qui potentiellement peut être candidat comme un des sports invités aux Jeux olympiques de Los Angeles. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus déjà sur ce qu'est ce dérivé, le flag, en quelques mots expliquer cette discipline et donner un petit peu les chances de voir cette discipline arriver aux Jeux Olympiques de 2028. Et j'imagine que le fait que ça se passe aux États-Unis, à Los Angeles, c'est aussi un atout pour une discipline qui est évidemment très américaine. Ouais, le flag football en 2 mots est un dérivé du football américain, est une forme de jeu avec seulement 5 joueurs sur le terrain, un terrain plus petit également, qui ne comporte pas de phase de contact direct, pas de plaquage, pas de bloc. Il n'y a d'ailleurs pas d'équipement, pas de casque et pas d'épaulière. Hein. L'arrêt de jeu est simulé par l'arrachage d'un drapeau qu'on porte à la ceinture, qu'on appelle donc un flag. C'est assez simple à comprendre. Et puis on est sur une discipline finalement très spectaculaire, basée sur l'agilité, basée dans l'esprit de développement très proche du 3 contre 3 au basket. C'est aussi la facilité de pouvoir déplacer des équipes. Une équipe de foot américain, c'est une cinquantaine de joueurs, plus le staff, l'entourage, les arbitres, le médical. C'est une délégation complète à déplacer. Le flag football, on peut travailler avec une douzaine, quinzaine de personnes, même au niveau international, ce qui permet bien évidemment de rentrer plus facilement dans les cases et dans des contraintes d'hébergement, de logistique sportive et autres. Voilà. Bien évidemment, Los Angeles est pour nous une cible. Le chemin est encore long, hein, on n'y est pas. Mais le fait d'avoir devant nous cet objectif, d'avoir devant nous cette volonté, nous permet aussi de motiver les troupes, de pouvoir donner finalement un cap, une ligne directrice. Puisque bien évidemment, d'ailleurs on le voit aux Jeux mondiaux, la NFL, la National Football League, ne supporte cette organisation, la NFL qui est la ligue sportive la plus importante du monde au niveau économique, et qui est le presenting partner du flag football aux Jeux mondiaux de Birmingham. Donc c'est une activité, une opportunité plutôt assez unique de pouvoir travailler avec la ligue sportive référente dans son sport pour espérer de réaliser ce rêve olympique pour des centaines d'athlètes à travers le monde. Et vous étiez jusque-là directeur du développement de la Fédération française de football américain. Est-ce que vous allez conserver ces activités ou une partie de vos activités à l'échelle nationale ?
Oui, tout à fait, parce que il faut savoir que l'activité de représentation d'IFAF n'est pas une fonction à plein temps, n'est pas une fonction rémunérée non plus, comme ça pourrait être le cas dans d'autres fédérations. Donc c'est une transition. Podio tout terrain, tout terrain, tout terrain, tout terrain. Il y a encore une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'était des rêves impossibles pour les jeunes, et aujourd'hui ils ont cassé cette barrière, et le pourquoi pas moi est devenu la norme et non plus l'exception. La NFL aujourd'hui ne produit que 1% de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis, donc le programme d'expansion est encore au tout début. Et bien évidemment, des joueurs vont profiter de ça. Ça peut être un Allemand, ça peut être un Italien, et bien entendu, j'espère un Français très vite. Podio tout terrain. J'imagine qu'un événement comme le Super Bowl donne évidemment un gros et un joli coup de projecteur à votre discipline ici chaque année. C'est important pour vous de bénéficier de cette influence qu'a la NFL sur le public européen et français. Est-ce qu'il y a aussi une petite difficulté à ensuite opérer la bascule, c'est-à-dire à transformer cette hype et cette influence pour une discipline colossale aux États-Unis, mais pour aussi finalement... j'ai envie de dire, tourner les projecteurs vers ce qui se passe en Europe, vers votre championnat, vers vos équipes, vos compétitions, vos structures. L'objectif est de pouvoir capter une audience dans la démocratisation de notre sport, dans l'événementiel, notamment autour du Super Bowl, qui est un des événements planétaires de la NFL et qui est de plus en plus suivi en France, grâce au travail fait par les médias autour du storytelling de nos joueurs. Et finalement, aujourd'hui, le lien qui existe, c'est le passionné de football américain au sens NFL du terme qui va se dire, tiens, j'irais bien, moi, voir la finale du championnat de France pour vivre, à toute proportion gardée, mais pour vivre cette expérience du stade, touchdown, first down, cheerleaders, tailgates et l'ensemble de cette sémantique et de cet environnement qui va avec, pour découvrir nos activités. Et nos activités, ça peut effectivement représenter les équipes de France, jeunes ou seniors, ça peut représenter le championnat de France de division 1, ça peut représenter quelqu'un qui se dit qu'il a envie de jouer et il va passer peut-être pas forcément dans la forme équipée du terme, mais il se dit, moi j'aime les sensations, j'aime le sport collectif, je veux tester quelque chose de nouveau et je vais me diriger vers le flag football. Je cherche une discipline artistique à dominance américaine dans cet environnement très high school, university comme on voit à la télé, et je vais aller vers le cheerleading, ou alors je vais tout simplement participer à un des événements de la fédération, le Super Bowl, ou pourquoi pas venir participer tout simplement à la vie d'un club. On a donc beaucoup parlé de l'exposition de votre sport parmi les enjeux majeurs de développement. Est-ce qu'il y a aussi, on dit souvent que ça passe par l'exemple, est-ce que c'est aussi ce qui pourrait débloquer les choses, avoir un Français qui réussit en NFL? Je crois que vous prenez l'exemple de Tony Parker en NBA il y a 20 ans qui a tracé une route. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire une grande différence aussi dans le développement de la discipline? L'effet de Tony Parker du football américain français est toujours devant nous. Et chaque jour qui passe, on s'en rapproche. Et ça peut être via un joueur d'une ligue professionnelle au Canada, ça peut être via le programme international de la NFL, ça peut être un joueur qui aujourd'hui vient d'arriver dans une université de première division NCAA et qui préparera dans 4 ans son entrée à la draft. Pourquoi pas? Ça peut être un Français qui va préparer son entrée dans le programme international parce qu'il va jouer dans un des meilleurs championnats européens. La différence majeure, c'est que il y a encore une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'était des rêves impossibles pour les jeunes, et aujourd'hui, ils ont cassé cette barrière. Voilà, ils ont cassé cette barrière, et le pourquoi pas moi est devenu la norme et non plus l'exception. Ce qui permet de pouvoir doper le volume de prétendants, bien évidemment. Alors des Français qui ont la chance de pouvoir toucher un petit peu des doigts ce rêve NFL, il y en a quelques-uns ces dernières années. Aucun n'a réussi à passer le cap des camps d'entraînement et de passer des saisons et d'être dans une équipe qui compte. Ça a été le cas avec notamment des joueurs allemands, avec des joueurs danois, finlandais. Cet effet-là est devant nous. Est-ce que cela va nous aider en termes de conséquences pour attirer bien évidemment de la lumière, pour attirer une activité économique? Tout ça reste uniquement que de l'expectative, mais le basket l'a fait, le hockey sur glace l'a fait. Si on reste dans les mêmes domaines d'activité, de fans et autres, le foot américain est le prochain sur la liste.
La NFL aujourd'hui ne produit que 1% de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Donc le programme d'expansion est encore au tout début. Et bien évidemment, des joueurs vont profiter de ça. Donc ça peut être un Allemand, ça peut être un Italien, et bien entendu, j'espère un Français très vite. Comment on explique que le foot américain soit beaucoup moins ouvert que les autres grands sports américains ? C'est une ligue conservatrice, hein, malgré tout. C'est le sport roi aux États-Unis. Au-delà des engagements économiques et sociétaux de la ligue et des joueurs, le moindre changement de paramètres pourrait amener la ligue à faire des erreurs mineures, majeures. C'est une prise de risque. Aujourd'hui, la NFL n'a pas eu besoin d'aller conquérir de nouveaux marchés sur une croissance externe. Mais en tout cas, l'intérêt est là. L'intérêt est là et il y a un vrai changement de dynamique. Les succès des matchs à Londres ont participé à ça, c'est évident. Les contrats de diffusion à travers l'Europe et le monde entier n'ont fait qu'accélérer ce mouvement. Et puis maintenant, il y a des joueurs porte-drapeau, il y a des success stories. Et encore une fois, je le répète, j'espère que une des prochaines sera française très rapidement. Est-ce qu'il y a aussi cette logique on sait que le sport, c'est aussi une question de culture. Le foot américain, il est évidemment ancré dans la culture nord-américaine. Ça s'appelle d'ailleurs le foot américain, c'est pas un hasard. Est-ce qu'on peut aller au-delà aussi de cette barrière culturelle ? Il y a des choses aussi qui ne s'inventent pas. L'Europe n'a pas la même culture du sport que les États-Unis, donc il y a aussi peut-être des choses à adapter. C'est quelque chose que vous avez en tête, qu'il faut s'adapter aux particularités européennes de la consommation du sport, de l'organisation du sport. Il y a un côté culturel, il y a un côté historique aussi également. Si on reste vraiment sur l'Europe, aujourd'hui l'Allemagne est en avance sur la France par rapport au développement du foot US. C'est historique, c'est-à-dire que on jouait au foot américain en Europe après la Seconde Guerre mondiale sur les bases américaines de l'OTAN. La France a décidé à l'époque de se retirer de l'OTAN et donc de fait des milliers de GIs se sont rentrés aux États-Unis alors qu'ils sont restés dans d'autres pays pour pratiquer. Voilà, nous il faudra entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la sortie de l'OTAN de la France, il faudra attendre 83 pour avoir une fédération. Il faudra attendre 1980 pour qu'un professeur d'éducation physique ramène le football américain en France. Et puis ensuite, on a aussi des différences de consommation du sport. C'est cette consommation du sport entertainment, qui n'est pas forcément dans la tradition française aujourd'hui, mais l'accès aux images, et notamment pour les plus jeunes via les réseaux sociaux, l'accès à une dimension d'une nouvelle culture aussi, notamment sur le lifestyle, sur l'environnement musical, sur l'environnement textile et ainsi de suite, sur le sociétal aussi également, très important, des prises de position des joueurs de la NFL qui reflètent notre société du quotidien, pas forcément qu'aux États-Unis, mais ça peut être aussi en Europe, en France et dans d'autres pays, voilà, tous ces nouveaux leviers de croissance qui ne sont peut-être pas forcément présents dans les sports dits plus traditionnels, voilà, et qui permettent au football américain de jouer sur un tableau différent. Podio tout terrain. Le Super Bowl va rassembler aux alentours de 500 000 Français un dimanche soir de février entre minuit et 6 heures du matin. C'est un ovni dans le paysage audiovisuel français sur ces plages horaires-là. Forcément, des gens vont venir regarder le Super Bowl parce qu'à la mi-temps, on va retrouver Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige et autres. Et puis on vient participer à ce moment finalement de communauté. C'est évidemment tous les ans le temps fort de l'année de foot américain, le Super Bowl, la finale donc du championnat NFL. Je crois d'ailleurs que les Américains aiment à dire que c'est qu'ils deviennent champions du monde quand ils remportent. En NBA, c'est pareil d'ailleurs. Ouais, en NBA, alors que c'est malgré tout qu'une ligue nationale. Mais donc ce temps fort est
est partagé bien au-delà des États-Unis. Évidemment, il y a 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est une audience colossale qui, effectivement, crée un rendez-vous immanquable chaque année, mais ça devient aussi petit à petit un rendez-vous immanquable aussi en France, à l'échelle des passionnés de sport et des passionnés de foot américain. Pas seulement passionnés de foot américain, d'ailleurs, des passionnés de sport au sens plus large. Il y a quasiment 500 000 téléspectateurs en France désormais. Ça veut dire que ces gens-là sont... Alors souvent, ils viennent probablement que pour une soirée ou pour une nuit, mais il y a un public potentiel à capter et à fidéliser à partir du Super Bowl. Eh ben, c'est typiquement ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est un super exemple. C'est-à-dire que le Super Bowl va rassembler aux alentours de 500 000 Français un dimanche soir de février entre minuit et 6 heures du matin. C'est un ovni dans le paysage audiovisuel français sur ces plages horaires-là. Mais ça prend une dimension sociale. C'est-à-dire que on ne vient pas seulement allumer la télé, on vient aussi passer un moment entre amis. On vient aussi passer un moment avec des chicken wings et des burgers. On en parle souvent, ouais. On en parle souvent. On m'invite souvent pour parler des kilos de chicken wings et des litres de soda consommés par les Américains le soir du Super Bowl. Non, mais malgré tout, on a copié entre guillemets l'engouement. On essaye de copier l'engouement pour le match, mais aussi pour tout ce qui va autour du match. Quelque part, c'est une victoire culturelle. C'est une victoire culturelle aussi de cette façon de consommer le sport, de consommer le sport aux États-Unis comme un moment festif. Forcément, des gens vont venir regarder le Super Bowl parce qu'à la mi-temps, on va retrouver Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige et autres. Il y a eu Michael Jackson à l'époque, enfin des stars pour le coup qui ont une audience beaucoup plus forte que la National Football League. Et puis on vient participer à ce moment finalement de communauté. Je fais partie de la communauté des gens qui apprécient le football américain, qui portent des casquettes des Dallas Cowboys, qui vont mettre un maillot des Giants de New York, qui vont finalement se retrouver comme fans de Tom Brady, puisque c'est le porte-drapeau de la NFL malgré son âge, ou de Patrick Mahomes, son dauphin. On adhère à une communauté qui finalement est différente de ce qu'on peut faire d'habitude en France. Il y a beaucoup de sports qui sont en saturation dans leur fanbase, où les gens, les plus jeunes notamment, vont chercher quelque chose de nouveau. Donc de plus en plus, le Super Bowl devient un événement communautaire avec une croissance permanente ces dernières années. Et notre travail à nous, Fédération française de football américain, en l'occurrence, pendant ce coup de projecteur sur la communauté, c'est de pouvoir porter à la connaissance des fans l'existence de football américain en France, d'équipes, et peut-être que le fan des Buccaneers de Tampa Bay et de Tom Brady sera également très content de savoir que nous avons Camille Thoiry chez les Molosses d'Asnières-sur-Seine et que le championnat démarre la semaine prochaine. Voilà. Bon, et pour ceux qui viennent essentiellement pour le traditionnel show de la mi-temps, c'est carrément un 5 majeur qui sera présent cette année. Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre et Snoop Dogg. Ça, c'est prometteur. J'imagine s'il y a une ou plusieurs bonnes raisons pour terminer cet épisode à donner de venir passer la nuit du 13 au 14 février sur beIN Sport ou sur la chaîne L'équipe pour ce Super Bowl 56, ce serait laquelle ou lesquelles? Et au Grand Rex pour passer la soirée avec nous en mode cinéma. Voilà, ça va être aussi l'occasion de pouvoir rassembler cette communauté après 2 ans de Super Bowl à distance. Donc effectivement, beIN Sport, la chaîne L'équipe, et puis rendez-vous au Grand Rex le 13 février. Le match va être très prometteur. En tout cas, on a eu une belle saison. On annonçait la NFL sur le déclin et finalement ils viennent de faire une saison parmi tous les records, et il est fortement probable que le Super Bowl cette année au SoFi Stadium de LA soit de cette trempe-là. Bon, ça donne envie, on a hâte d'y être à ce Super Bowl 56. Merci beaucoup, Pierre. Merci Alexis, merci de m'avoir accueilli. Merci à tous d'avoir écouté le 5e épisode de Podio Tout Terrain. J'espère que ça vous a plu et que vous avez noté le rendez-vous du 13 février prochain pour le 56e Super Bowl. Merci à Pierre Trochet, le nouveau président de la Fédération internationale, de nous avoir accordé du temps. Je précise que ce podcast a exceptionnellement été enregistré à distance pour des raisons sanitaires. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à parler du podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est vraiment précieux pour nous. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater la sortie du podcast. Le prochain Podio Tout Terrain, ça sera le 23 février.
Pour patienter, vous pouvez toujours retrouver les épisodes précédents de Podio Tout Terrain en allant sur le site de Podio, podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. Vous découvrirez aussi nos toutes dernières recommandations de podcasts de sport et nos créations originales. D'ailleurs, ne ratez pas le nouveau documentaire audio de Podio. Ça s'appelle Slalom. Il s'agit d'une série en 6 épisodes qui retrace le parcours de Jean-Baptiste Grange, l'un des plus grands skieurs français, grâce à de nombreux témoignages. Le premier épisode de Slalom est disponible dès le 28 janvier. Un épisode qui raconte les débuts sur les skis du petit Jean-Baptiste. Avant de devenir un grand champion, Jean-Baptiste Grange a dû passer par des étapes difficiles. À l'âge de 11 ans, en 95, je me suis mis à avoir des douleurs au dos. Et en fait, on m'a diagnostiqué 2 hernies discales avec une sciatique. Donc voilà, t'es un gamin de 10 ans et demi, 11 ans. Tu te retrouves à ne plus pouvoir faire le sport que t'aimes. J'étais même à un point où quand je marchais dans la rue, j'étais tout cassé en avant, comme un petit vieux, quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez alarmant. Vous pouvez bien sûr vous abonner à Slalom pour suivre la série. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport.